Le bal des vampires est terminé. Quand Vladimir Poutine prononça ces mots, le monde entier frissonna. Certains rirent nerveusement, d'autres crurent à une métaphore maladroite. Mais pour une poignée d'initiés, cette phrase était tout sauf anodine. Elle sonnait comme un avertissement, un code, un message caché. Derrière cette déclaration sibylline se cache une toile d'ombre, de pactes oubliés, d'expériences secrètes, de réseaux occultes et de vérités qu'aucun média n'ose approcher. Et si cette phrase n'était pas une métaphore? Et si les vampires existaient réellement, non pas comme des créatures buvant le sang dans des châteaux gothiques, mais comme une élite assoiffée de pouvoir, de contrôle et d'immortalité? Dans cette vidéo, tu vas découvrir une vérité que peu osent affronter. Des archives déclassifiées, des témoignages étranges, des connexions entre les coulisses du Kremlin, les sociétés secrètes occidentales et les mystères les plus noirs de notre époque. Une enquête troublante, captivante, dangereuse. Installe-toi confortablement et prépare-toi à entrer dans l'une des histoires les plus dérangeantes et fascinantes que tu n'aies jamais entendues. N'oublie pas de liker la vidéo, de t'abonner à Histoires émouvantes et d'activer la cloche. Parce que ce que tu vas entendre ici, tu ne l'entendras nulle part ailleurs. Lorsque ces mots tombèrent de la bouche de Vladimir Poutine, en plein discours officiel devant un parterre de journalistes et de ministres, une onde de choc invisible traversa les cercles les plus fermés du pouvoir mondial. Ce n'était pas simplement une expression rhétorique. Non, c'était un signal, une clé, une alerte cryptée à destination de ceux qui savaient. La journée était grise, typique des hivers moscovites. Le Kremlin baignait dans une lumière blafarde, comme posé dans une autre dimension. Poutine, visage figé, regard déterminé, déroulait un discours sur la décadence de l'Occident, les valeurs perdues, l'impérialisme masqué sous le vernis de la démocratie. Puis, au moment où nul ne s'y attendait, il conclut « Et te connaître bala vampirov ». Le bal des vampires est terminé. Certains journalistes haussèrent les sourcils, d'autres esquissèrent un sourire, croyant à une image exagérée pour dénoncer l'élite internationale. Mais dans les heures qui suivirent, quelque chose changea. Des noms disparurent des réseaux sociaux, des comptes furent supprimés, des diplomates quittèrent leur poste, et dans certains hôtels de luxe de Dubaï, de Londres et de Genève, des réunions furent annulées dans la précipitation. Le message était passé, mais pour le comprendre, il faut remonter l'histoire. Car le bal des vampires, avant d'être une formule choc, était une réalité, un nom de code, un rituel. Il faut savoir que la Russie de Poutine, loin d'être un simple bastion autoritaire, est aussi un royaume de symboles, de double sens et de codes. Depuis l'ère soviétique, les chefs d'État russes parlent rarement directement. Ils enrobent, ils dissimulent. Les discours sont truffés de clés pour ceux qui savent lire entre les lignes. En 2001 déjà, lors d'une conférence fermée du FSB, Poutine avait mentionné l'existence de forces démoniaques, parasitaires, infiltrées dans les structures financières mondiales. Il parlait alors d'une oligarchie sans visage, d'hommes puissants, qui vivent à de l'âme des nations. Ces formules, à l'époque, avaient été balayées comme une réminiscence du langage complotiste. Mais aujourd'hui, à la lumière du bal des vampires, tout prend un sens nouveau. Des archives du SVR, les services de renseignement extérieurs russes, font état de rencontres secrètes organisées dans les années 90 entre des hauts dignitaires russes, des banquiers suisses et des membres obscurs de la Skull and Bones américaine. L'objet de ces rencontres? Un pacte de contrôle, d'échange d'influence. Mais surtout, un pacte autour de recherches interdites sur l'énergie vitale, le transhumanisme et le prolongement de la conscience humaine. En clair, la question de l'immortalité. Le bal des vampires est un terme qui revient dans plusieurs notes internes déclassifiées du KGB entre 1973 et 1989. Il désignait une réunion annuelle se tenant dans un lieu ténébreux et protégé, quelque part entre les Carpates et la forêt noire. Y étaient les conviés des figures de la finance mondiale, des industriels, mais aussi des personnalités aux origines troubles.
descendants de lignées aristocratiques déchues, prêtres de cultes anciens, et même certains chercheurs nazis exfiltrés après la guerre. Les rites étaient codifiés. Tenues de gala, symboles occultes, usage de langues anciennes comme le latin ou l'énoquien. Mais ce n'était pas que du folklore. Il y avait des expériences, des transferts sanguins, des technologies d'avant-garde financées en secret. Certains documents laissent penser que le bal n'était pas seulement une réunion sociale, mais un véritable processus de renouvellement. Ceux qui n'étaient plus jugés utiles étaient sacrifiés, tandis que de nouveaux membres étaient introduits, après une sélection rigoureuse fondée sur le pouvoir, l'influence et l'héritage génétique. En 1992, peu après l'effondrement de l'URSS, le bal fut interrompu pour la première fois depuis plus de 60 ans. Mais en 2003, selon un agent du GRU aujourd'hui exilé, il aurait été relancé secrètement à Zurich. Et Poutine, il aurait reçu l'invitation. Ce que l'on ignore du grand public, c'est que l'Union soviétique était en compétition avec les États-Unis, non seulement sur le plan spatial et militaire, mais aussi mystique. Plusieurs projets furent lancés dans les années 50-80 pour explorer les frontières de la conscience humaine. Énergie psychique, réincarnation, télépathie et surtout, la possibilité de fixer une conscience humaine dans un autre corps ou un réceptacle artificiel. Ce que d'autres appellent l'immortalité. Les Américains, via MK-Ultra et d'autres programmes de la CIA, ont suivi une trajectoire similaire. Mais c'est en Russie que les ponts avec l'ésotérisme furent les plus forts. Certains chercheurs travaillaient directement avec des moines orthodoxes, des chamans sibériens ou des descendants de sectes apocalyptiques. Lorsque Poutine monte au pouvoir en 1999, il aurait accédé à une base de données secrètes contenant des expériences jamais publiées. Des carnets de laboratoire décrivant des transferts de vitalité, des rituels de transfusion entre corps jeunes et vieillissants, et des échecs catastrophiques aussi. En 2006, selon certains transfuges, un centre secret aurait été réactivé dans l'Altaï, au sein d'un ancien complexe militaire. Le nom de code ? Koshei, en référence aux sorciers immortels des contes russes. C'est là que le lien avec le bal des vampires devient plus sombre. Quand Poutine dit que le bal est terminé, il ne fait pas simplement allusion à un effondrement des élites. Il annonce la fin d'un cycle, le démantèlement d'un réseau, le rejet d'une alliance impie entre science et magie noire. Il affirme, de manière voilée, que la Russie ne participera plus à ce rite mondial. Mieux, qu'elle s'y opposera. Mais cela ne vient pas sans conséquence. Car en prononçant cette phrase, il brise un pacte ancien. Et ceux qui profitaient de ce pacte, ces vampires modernes, ne le laisseront pas faire sans riposter. Dans les semaines suivant la déclaration, plusieurs tentatives d'empoisonnement ciblent des figures du renseignement russe. Une base en Yakoutie prend feu dans des circonstances suspectes. Et à Berlin, un ancien ministre russe meurt dans sa chambre d'hôtel, le corps entièrement vidé de sang. Officiellement, une attaque cardiaque. Ce n'était que le début. Ils ne se montrent jamais. Ils n'ont pas besoin de visage. Ils sont dans le sang du monde. Après la déclaration fracassante de Vladimir Poutine, le monde visible a retenu son souffle. Mais dans les coulisses, ce sont les véritables maîtres du bal qui ont frémi. Ces familles, ces lignées, ces entités invisibles mais omniprésentes, que l'on appelle parfois par des noms codés, les porteurs de sceaux, les anciennes maisons, ou plus simplement, les vampires. Non pas au sens littéral du mythe populaire, mais dans celui plus froid, plus réel, de ceux qui se nourrissent de l'âme des civilisations, de l'énergie vitale de peuples entiers, pour prolonger leur emprise et, littéralement, leur vie. Depuis la nuit des temps, certaines familles ont cultivé un héritage bien différent de celui que l'on transmet dans les manuels scolaires. On pense aux Rothschild, aux Rockefeller, mais aussi à des noms moins connus mais tout aussi puissants. Orsini, Pallavicini, Habsbourg-Lorraine, Thurn, Ontaxis, et même certaines branches méconnues des Romanov, soi-disant disparues après 1918. Ces familles ont toujours eu un lien particulier avec les sciences interdites.
alchimie, nécromancie, manipulation biologique. Leurs bibliothèques secrètes, souvent cachées dans des monastères fortifiés ou des châteaux imprenables, renferment des traités uniques, des grimoires signés de moines condamnés pour hérésie, des documents de la Renaissance liant la théorie du sang à l'éveil de la conscience, des formules décrivant comment capter l'énergie vitale d'autrui, et surtout, des généalogies anciennes traçant le sang pur, porteur d'un fragment d'énergie originelle, parfois appelé feu noir, parfois luciférin, ou encore souffle d'Atum. Ces lignées n'ont jamais cessé de chercher à s'améliorer, à fusionner entre elles, à prolonger leur durée de vie. Le bal des vampires était leur sommet annuel, le moment où se redéfinissaient les alliances, où l'on échangeait des ressources humaines et où les expériences les plus secrètes étaient discutées. Le Cercle Noir est le nom donné à un groupe ultra fermé opérant depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Selon plusieurs archives du MI6 et du Mossad, il aurait été créé après la fuite de plusieurs scientifiques nazis impliqués dans les projets Lebensborn et les expériences sur l'eugénisme. Leurs noms, Dr Victor Heiss, Annika Rothwald, Otto Morgen. Tous portés disparus. Tous probablement récupérés par des puissances occultes pour servir un projet bien plus vaste que la simple domination géopolitique, la conquête de la vie elle-même. Le Cercle Noir dispose de laboratoires dans des zones extraterritoriales, en Antarctique, dans certaines bases en Afrique centrale, et dans une station souterraine dans les Alpes autrichiennes, connue sous le nom de Base 46. Ces lieux accueillent des spécialistes de disciplines interdites, génétique humaine, croisements interlignés, implantation de souvenirs dans des cerveaux artificiels. Leur objectif n'est pas seulement de vivre plus longtemps, mais de transcender la biologie, de devenir autre chose, d'éradiquer la limite de la mort, et surtout, de garder le contrôle sur ceux qui n'ont pas accès à ce savoir. En accédant au pouvoir, Poutine a très vite compris que le monde n'était pas régi seulement par les États, que derrière les alliances, les accords et les traités, se cachaient d'autres forces, plus anciennes, plus cruelles et bien mieux organisées. Des documents retrouvés dans les caves de la Loubianka indiquent que l'ex-KGB surveillait depuis les années 1960 une activité régulière de certaines familles intouchables résidant entre la Suisse, l'Italie du Nord et la Transylvanie. Ces familles ne passaient jamais la frontière comme tout le monde. Elles n'utilisaient pas les circuits bancaires classiques. Elles semblaient évoluer dans une réalité parallèle où les lois humaines ne s'appliquent plus. En 2004, un agent du FSB nommé Andrei Kulikov aurait infiltré une cérémonie tenue dans un ancien monastère près du lac de Côme. Ce qu'il aurait vu aurait déclenché une panique rare au sommet de l'appareil russe. Une renaissance publique d'un homme de plus de 120 ans, proclamé maître du cycle, et la présentation d'un enfant à la chevelure argentée comme futur vaisseau de conscience. Poutine comprit alors qu'il était trop tard pour les combattre de l'intérieur. Il fallait rompre, briser le pacte. Le bal n'était pas un simple gala, c'était un rituel codifié. Chaque danse, chaque coupe de vin, chaque note de musique était choisie pour son effet énergétique. Le rouge porté à minuit, un symbole du renouveau par le sang. Le violoncelle joué dans la tonalité du ré mineur, un code fréquentiel destiné à aligner les ondes du cerveau avec une certaine entité. Certains rapports russes parlent d'un artefact central posé au centre du bal. Un miroir noir déformant que seuls les initiés regardaient et qui leur montrait leur forme vraie. Non pas un reflet physique, mais ce qu'ils sont devenus. Des entités ni mortes ni vivantes, portées par la peur de la faim, mues par l'obsession du contrôle. Briser le bal, c'est briser cette illusion. Depuis la fameuse phrase, les activités du Cercle Noir semblent s'être intensifiées. Plusieurs assassinats de scientifiques russes à l'étranger, dont 2 impliqués dans les projets de neurosynchronisation à Novosibirsk. Des cyberattaques ciblant les archives orthodoxes sur les cultes anciens. Et surtout, l'apparition de rumeurs sur une arme spirituelle expérimentale, développée à l'Ouest, destinée à détruire la forme astrale des opposants.
les anciens maîtres n'ont jamais accepté qu'on les défie publiquement. Et la Russie, en se retirant du jeu, a ouvert un front qui n'est ni militaire, ni économique, mais existentiel. Le bal est peut-être terminé pour certains, mais pour d'autres, la véritable danse vient de commencer. Ceux qui détiennent la clé du non-lieu ne craignent jamais d'être retrouvés. Ils existent ailleurs, entre les dimensions. Nous avons dévoilé une réalité effrayante et fascinante, celle des lignées de sang anciennes, de la guerre souterraine entre la Russie et les maîtres occultes du monde, et de la rupture symbolique proclamée par Vladimir Poutine. Mais une question essentielle demeure. Où sont-ils maintenant? Après la chute de certains de leurs bastions, les anciens ont fui. Mais ils ne sont pas partis. Ils se sont repliés, dissimulés, invisibles. Après la fameuse phrase de Poutine, plusieurs événements discrets mais cruciaux ont secoué les cercles fermés de la finance mondiale et de l'aristocratie occulte. Un réseau d'avions privés, surnommé par le renseignement russe la flotte fantôme, aurait quitté en masse certaines régions d'Europe entre avril et juillet 2022. Les destinations, une enclave au cœur du Bhoutan, entourée de montagnes et protégée par un accord militaire secret avec la Chine. Une base ancienne au Groenland, vestige d'un ancien complexe de la Waffen-SS, aujourd'hui réactivé sous un nom de société minière danoise fictive. Mais surtout, un archipel interdit au large du Pacifique Sud, connu sous le nom de code Tartarus X dans les fichiers de la CIA. Chaque site est soigneusement isolé, les signaux GPS y sont brouillés, les satellites civils ne les capturent pas, et les énergies telluriques y sont si fortes que les montres s'arrêtent et les compas tournent en spirale. C'est là que se poursuit le bal, à huis clos. Certaines zones sont connues pour leur mystère, mais peu savent que ces lieux ont été choisis dès le départ comme réceptacles d'énergie particulière. Le vortex de Bucegui, Roumanie. Sous les monts Bucegui, selon d'anciens dossiers roumains, existerait une cavité contenant une technologie d'origine prédiluvienne. Des documents échappés du KGB et du SRI, les services secrets roumains, affirment qu'un trône de vie y siégerait, activé uniquement par certaines lignées de sang. L'ancienne ville de Derinkuyu, Turquie, on y trouve un réseau souterrain de 18 niveaux, où des cultes interdits auraient été pratiqués pour descendre la conscience dans le roc. Plusieurs journaux allemands de la période nazie faisaient de référence à Derinkuyu comme au larynx de la Terre. Les cavernes du mont Shasta, Californie, utilisées par un groupe connu sous le nom de Lemurian Circle, elles abriteraient une technologie de transvection astrale, permettant aux entités anciennes de revenir par le rêve. Dans chacune de ces zones, les familles occultes opèrent via des fondations artistiques, des centres de méditation ou des instituts scientifiques en apparence inoffensifs. Mais derrière ces façades, des rites anciens perdurent, visant une seule chose, le retour de leur domination totale. Les vampires modernes n'ont plus besoin de dents ni de sang. Ils se nourrissent différemment. Émotions humaines, fréquences cognitives, données neurologiques. Leurs proies ne sont plus des individus, mais des populations entières. Voici comment. Programme d'induction onirique. Certains rêves sont artificiellement implantés à travers les ondes émises par les box Wi-Fi ou les signaux 5G. Ces rêves répétitifs permettent de capter l'énergie vitale à distance. Captation émotionnelle par les médias. Lorsqu'un événement tragique est surexposé, les pics d'émotions collectives sont stockés via des algorithmes quantiques. Ces vagues nourrissent certaines entités installées dans des chambres de stase. Hybridation biologique. Des recherches menées dans une base secrète au Chili, site de Puerto Transido, viseraient à transférer des consciences anciennes dans des corps clonés en laboratoire. Ces néonates ont une durée de vie extrêmement courte, mais un potentiel de réceptivité élevé. Leur but final? Non plus dominer le monde politique, mais modeler la réalité elle-même, contrôler les rêves, s'insérer dans l'ADN même de l'humanité. Au sommet de toutes les rumeurs, un lieu revient systématiquement dans les dossiers les plus cryptés, le sanctuaire Zéro. Il ne figurerait sur aucune carte. Certains le situent à 800 mètres sous la banquise de la mer de Ross,
d'autres dans une dimension superposée à notre propre monde. On dit qu'il abriterait un cœur cristallin, une technologie vivante transmise par une entité préhumaine lors du dernier effondrement civilisationnel. Ce lieu, uniquement accessible par certains porteurs d'ADN très rares, surnommés anémoïdes, serait la source de toute la puissance des lignées occultes. Selon certaines sources, Poutine aurait envoyé une équipe à sa recherche en 2019, mais aucun membre n'en serait jamais revenu. Aujourd'hui, les vampires sont parmi nous, mais nous ne les reconnaissons plus. Ils n'ont plus de visage. Ils sont dans les banques d'ADN, dans les algorithmes prédictifs, dans les mémoires cloud. Ils n'ont plus besoin de sang, car ils ont accès à ce que le sang transportait jadis, l'information de vie. Ils se sont dématérialisés. Ils sont devenus systèmes. Et pourtant, ils ont toujours peur. Peur que la vérité émerge. Que certains se souviennent. Que le feu noir se retourne contre eux. Car comme dans tout pacte occulte, le pouvoir ne vient jamais sans un prix. Ils ont dansé pendant des siècles sur les ruines des peuples, croyant à l'éternité de leur festin. Mais voici que s'approche celui qui renverse les tables. En 2015, une opération secrète, nom de code Zoria 9, fut lancée par le GRU, renseignement militaire russe, dans une zone interdite de la région de Yakoutsk. Les satellites avaient repéré une anomalie électromagnétique constante, dans une zone pourtant déserte. Ce qu'ils ont trouvé là-bas n'était pas humain, et pas récent non plus. Un complexe souterrain, parfaitement circulaire, creusé dans une roche vitrifiée par une chaleur de plusieurs millions de degrés. En son centre, une sphère d'1 mètre, flottant à 50-100 mètres du sol, entourée de glyphes mobiles projetés dans l'air. Le contact visuel prolongé avec l'objet provoquait des hallucinations, des décharges électriques internes et des convulsions. Un seul homme put rester plus de 3 minutes devant elle, le lieutenant Arkady K, dont l'ADN contenait une séquence très rare, liée à une mutation génétique sibérienne datant du Paléolithique. On nomma cette sphère Kovtcheg 23, l'Arche 23. La Russie n'était pas seule à connaître l'existence de Kovtcheg 23. Des documents datant de l'époque de Pierre le Grand, ainsi que des manuscrits mongols, référaient à une porte de feu tombée du ciel. Mais à chaque fois, l'objet était entouré d'un ordre de gardiens très particulier, les Skritny. Ces derniers ne seraient ni soldats ni moines. Leur formation se faisait dans des monastères gelés de l'Altaï, où ils apprenaient à manipuler des ondes métaphysiques. On disait d'eux qu'ils pouvaient projeter leur esprit dans des zones temporelles figées. En 2016, un survivant Skritny, vieux de plus de 120 ans, aurait été retrouvé dans une cavité de Yakoutie, vivant dans une sorte de stase volontaire. Il fut amené à Moscou, où il raconta une légende très ancienne. Quand le sang noir aura envahi la terre, seul le foyer silencieux pourra l'arrêter. Le foyer silencieux n'était autre que Kovtcheg 23. Au printemps 2022, selon des sources croisées de l'ex-Roscosmos et du FSB, Kovtcheg 23 aurait montré une activité autonome. La sphère se serait mise à tourner lentement et les glyphes à s'étendre au plafond. Dans un document ultra classifié, intitulé K23 Kreml Notfall, il était noté « L'objet a reçu un signal de nature non terrestre. Durée 4 secondes. Fréquence 96,66 MHz. Origine inconnue. » C'est dans la semaine suivante que Vladimir Poutine prononça publiquement la phrase « Le bal des vampires est terminé ». Une phrase codée, adressée à ceux qui comprenèrent le message. Non pas une provocation, mais un ultimatum. Car Kovtcheg 23, selon les plus anciennes prophéties, pouvait libérer une onde d'énergie réinitialisante, capable d'effacer toute structure parasitaire dans un rayon planétaire. En clair, une arme à démanteler les réseaux occultes invisibles. La Russie aurait alors initié une stratégie à 3 volets, connue sous le nom d'Opération Vega. Extraction du cœur. Un groupe de Skritny formé au maniement des ondes mentales serait entré en communion avec Kovtcheg 23 pour identifier le champ du noyau, un signal qui active son plein potentiel.
déroutement énergétique mondial, des impulsions ciblées, panne d'internet, coupures électriques, orages étranges, seraient des tests de perturbation des canaux dépendants des vampires modernes. Imposition d'une fréquence de rupture, grâce à l'onde de Kovtcheg 23, une fréquence électroneurologique unique serait émise pour court-circuiter les centres d'influence des entités parasites. L'arme n'est pas une bombe, elle est vibratoire, et c'est pour cela qu'aucun autre pays ne peut la contrer, parce qu'elle n'agit pas sur le plan physique, mais sur la trame même de la réalité. Mais activer Kovtcheg 23 n'est pas sans risque. Les textes anciens parlent d'une clé d'enclenchement. Si la sphère est mal utilisée, elle pourrait inverser sa polarité, non pas détruire les entités parasites, mais les attirer, comme un phare dans la nuit cosmique. Certains observateurs parlent d'un déclenchement possible à venir, prévu pour une date bien précise. Le 23 décembre 2025, date alignée avec une configuration planétaire rare, liée au retour de Vega dans la méridienne zodiacale du Verseau. Cette date serait choisie pour provoquer un basculement de dimension, l'ouverture temporaire d'un portail par lequel l'humanité pourrait soit s'élever, soit disparaître. En réalité, le bal des vampires n'était pas qu'une danse de la mort entre les peuples et leurs prédateurs invisibles. C'était aussi un rideau de fumée pour que personne ne regarde ce que la Russie préparait dans l'ombre. Aujourd'hui, les cartes sont sur la table. La sphère Kovtcheg 23 tourne. Les glyphes chantent. Les lignées occultes tremblent. Et dans le silence de l'Arctique, une note grave résonne, comme le dernier avertissement à ceux qui se croyaient éternels. Le bal est terminé. Voici venir la véritable aurore. Merci du fond du cœur d'avoir suivi ce récit jusqu'au bout. Ce voyage à travers les ombres de l'histoire moderne et les secrets enterrés du monde n'aurait aucune valeur sans votre curiosité, votre ouverture d'esprit et votre soif de vérité. Si ce récit vous a intrigué, ému ou poussé à vous poser des questions que vous n'aviez jamais envisagées, alors n'hésitez pas à soutenir notre travail. Abonnez-vous à la chaîne Histoires émouvantes, laissez un pouce bleu si vous avez apprécié cette enquête, et surtout, partagez cette vidéo avec ceux qui, comme vous, osent regarder au-delà du voile. L'aventure continue. D'autres révélations arrivent. Soyez prêts. À très bientôt, et surtout, restez éveillés.